Ce samedi 8 mars sera marqué par la célébration de la 40e journée internationale de la femme avec pour thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Si les femmes camerounaises semblent de plus en plus épanouies, comme on peut le remarquer sur les réseaux sociaux, il n'en demeure pas moins de nombreux questionnements sur leur rôle dans notre société et la place qu'elles occupent dans le développement du Cameroun. Nous avons décidé à cet effet de mettre leurs préoccupations au centre de cet entretien vérité sur de African Renaissance TV en recevant Tyrian Noah, agricultrice, promotrice d'une association qui œuvre en faveur des femmes et femmes politiques. Elle est par ailleurs deuxième vice-présidente du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Tyrian Noah, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Monsieur Tendaro-Marik, je suis heureuse d'être là. Merci et surtout très bonne fête de la femme à vous. Non, pas la fête. Oui. Bah non, très bonne célébration de la journée. Voilà, bonne correction, c'est une célébration. Oui. Voilà, ce n'est pas encore une fête, nous n'en sommes pas encore là. Et je profite de l'occasion pour dire un bonsoir à toutes les femmes, toute la gente féminine, de la conception jusqu'à la tombe. Je vous aime. Merci infiniment. Alors, quand vous écoutez célébration de la femme, à quoi cela vous renvoie? Alors, la célébration de la Journée internationale de la femme est ce qu'elle a toujours été pour moi et ce qu'elle demeure, ce qu'elle restera, c'est-à-dire une journée de réflexion sur le sort de la femme, sur les droits de la femme. Oui. Pas plus, pas moins. Tout simplement. Ouais. Alors, le thème cette année est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Comment la femme camerounaise doit-elle comprendre ces trois notions essentielles? Alors, je pense que dans le contexte international africain et particulièrement camerounais, le thème de cette année doit être celui sur lequel nous réfléchirons, ou alors sur lequel nous devrons réfléchir pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que ces trois paradigmes soient respectés, à savoir droit, autonomisation, égalité. Oui. Donc, droit, pourquoi? Droit pour tous les droits. Donc, pas seulement les droits de la femme, mais pour tous les droits de la femme. Parce que, voyez-vous, de plus en plus dans notre société, les droits de la femme, nous sommes partis de 1910 à 2025 et on parle encore de ces réclamations-là. Ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Alors, ce thème doit encore être mis en œuvre pendant de nombreuses années jusqu'à ce que les droits, mais alors tous les droits des femmes soient respectés. Pas seulement les droits, mais tous les droits des femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, de l'enfant jusqu'à la femme adulte, jusqu'à la femme vieille, la femme âgée. Donc, maintenant, quand on parle de ces droits, est-ce qu'on dira que des progrès n'ont pas été faits? Si, des progrès ont été faits, mais il en reste encore. Oui. Il en reste encore parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement de violences, tellement de violations des droits de la femme de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Je ne peux pas compter le nombre d'enfants, nous en parlerons certainement tout à l'heure, le nombre d'enfants qui sont violés dans leur chair dès la naissance, des enfants de 6 mois, de 2 mois, de 3 ans, de 5 ans. Alors, est-ce que leurs droits sont respectés déjà? Donc, si on revient sur ce thème, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Et lorsque nous parlons d'égalité, nous dirons que ce thème, justement, reste encore plus d'actualité parce que cette égalité-là doit être mise en valeur. Non pas seulement en tant que victime, mais on parle là de l'égalité des chances, de l'égalité de droits, des droits, de l'égalité des priorités, de l'égalité des opportunités des femmes vis-à-vis des hommes. Et à la suite de ça, on parlera d'autonomisation. Quelle autonomisation? Alors, cette autonomisation doit inclure la femme dans tous ses contextes, qu'il soit citadin ou rural, un contexte citadin ou rural, de la femme mère, la jeune fille, la femme célibataire, elle a des droits, elle doit être encadrée, la femme épouse, mère, et même
femmes chefs de famille monoparentales. Tout à fait. Donc, Qui se battent à éduquer leurs enfants. à éduquer leurs enfants, Oui. justement. Donc, nous pensons qu'il est urgent de revoir justement cette notion d'autonomisation de la femme, parce qu'une femme, si on ne réussit pas à intégrer cela concrètement, nous avons encore du chemin à faire dans notre pays. Alors, vous êtes promotrice d'une association baptisée Femmes main dans la main, créée le 22 mars 2022, qui a pour ambition la promotion de la solidarité envers les couches vulnérables de la société, avec un accent particulier mis sur la promotion et la protection des droits, de la dignité et de la vie de la jeune fille et de la femme. Quels sont les cas que vous rencontrez au quotidien et comment les aidez-vous? Monsieur Tenda, avant d'embrayer sur cette question, je voudrais quand même me rappeler que là, nous avons parlé essentiellement du thème de la Journée internationale de la femme, oui, sur le plan international, mais au Cameroun, on parle de l'inclusion, de la femme dans tous les domaines pour un développement durable. Alors, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si les femmes ne sont pas autonomes, comment est-ce qu'elles vont s'inclure dans tous ces domaines pour un développement durable? Si les femmes ne sont pas accompagnées, comment est-ce qu'elles vont réussir à s'introduire dans ces domaines-là, sachant qu'il est quadrillé par les hommes? Donc, si les droits de la femme ne sont pas respectés, s'il n'y a pas une meilleure autonomisation de la femme, de la jeune fille, elle ne peut pas, malgré sa bonne volonté. Et déjà, il serait difficile qu'elle comprenne le rôle qu'elle doit jouer dans cette société. Oui. Et donc, justement, en parlant de ce rôle-là, ce thème me semble intéressant parce que il renvoie la femme dans son rôle au sein de la société. Ce rôle qui ne saurait se limiter à être mère. Oui. À cuisiner. À cuisiner. Oui. À s'exhiber sur les réseaux sociaux. À s'exhiber sur les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Donc, oui. ce rôle me semble, ce rôle est plus important que ça. La femme porte la vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui, heureusement, révèle de plus en plus l'intelligence et le potentiel dont regorgent les femmes. Oui. Et donc, cette intelligence et ce potentiel doivent être mis en valeur afin que la femme donne le meilleur d'elle-même, parce que je ne serais pas juste en le disant que les hommes ne nous facilitent pas la vie. Et donc, nous ne voulons pas, justement, on n'a pas besoin qu'ils nous facilitent la vie, nous avons simplement besoin qu'ils nous laissent faire, qu'ils nous accordent, qu'ils nous laissent nos droits, qu'ils les respectent, qu'ils respectent la dignité de la femme, qu'ils respectent son potentiel, ce potentiel qu'elle peut produire. Et ce potentiel ne vient pas de nulle part, il vient de ce qu'on a appris à l'école, oui. Il vient du produit de la famille, parce que nous sommes tous le produit de quelque chose, de notre passé, de notre formation, de notre éducation. Alors si les hommes et les femmes ont reçu la même éducation, parce que jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire au Cameroun, nous allons dans les mêmes écoles, tout comme dans le monde entier. Si nous allons dans les mêmes écoles et qu'au sortir de ces écoles, les femmes soient sinon les meilleures, mais parmi les meilleures, et que malheureusement, lorsque nous entrons dans le domaine professionnel, que ces femmes soient marginalisées, oui. Vous convenez avec moi que nous avons un sérieux problème dans notre pays, et donc nous ne pouvons pas passer simplement outre cela. Donc, si tous ces canevas, c'est-à-dire l'éducation de la femme respectée au Cameroun, son introduction dans le monde professionnels, s'ils sont respectés, qu'ils soient, quels que soient les domaines de productivité de la femme, à partir du moment où on lui donne les moyens de se mouvoir, à partir du moment où on lui donne les moyens de se produire, de donner le meilleur d'elle-même, la femme, je pense que dans d'une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, nous ne serons plus là à réfléchir sur l'inclusion de la femme, sur le rôle de la femme. Le rôle de la femme est tellement connu parce qu'il n'y a aucune société qui s'est faite sans femme. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune famille qui s'est développée sans la femme. Il n'y a aucune entreprise qui peut fonctionner sans les femmes. Elles jouent généralement des rôles un peu qu'on pourrait négliger, mais qui sont essentiels au fonctionnement de ces structures-là. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire sur l'inclusion de la femme. Et dans le cadre des activités de votre association, quels sont les cas, par exemple, que vous rencontrez
Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, expliquer, parce que quand on parle uniquement des cas qu'on rencontre, nos téléspectateurs ne comprennent pas ce que c'est que notre association. Oui. Alors, notre association se nomme Association Femmes Main dans la Main, qui a été créée le 22 mars 2022. Et cette association œuvre en faveur de la promotion des droits des couches vulnérables de la société. Oui. Avec un accent particulier mis sur la promotion, Oui. le respect des droits, de la vie, de la dignité de la femme. Comme je le disais, de la naissance, de la conception jusqu'à la tombe. Alors, cette association, justement, englobe ou alors met en exergue les différents, le thème de cette année. Oui. Et donc, nous n'avons pas attendu, personnellement, je n'ai pas attendu le thème de l'ONU sur la célébration de la Journée internationale de la femme pour œuvrer en faveur de ce que je disais tout à l'heure, des droits de la femme, de l'égalité, de l'autonomisation. Alors, quand vous me demandez les cas que nous rencontrons, il faut comprendre que notre association œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le droit, le respect, c'est-à-dire la promotion du droit, du respect, des droits de la femme, de la vie de la femme, de la dignité de la femme. Pourquoi? De plus en plus au Cameroun, et je pense que le Cameroun n'est pas un cas isolé à côté de ce que je vais dire, les violences basées sur le genre. Et particulièrement sur la femme. Le constat est très émouvant et il est temps que les pouvoirs publics se penchent de manière sérieuse sur cette question, parce que les violences faites sur la femme nous présentent un schéma et un tableau qui donne des frissons. Seulement de janvier jusqu'à ce jour, nous avons eu plus de 13 ou 14 cas de féminicide. Et donc, seulement pendant les 4 dernières années, combien de cas nous avons eu? Oui. En dehors des féminicides, des violences conjugales, des enfants abusés dans leur chair, de la naissance jusqu'à la fin. Cette année, nous avons eu le cas d'une maman qui a été tuée par son fils. Nous avons des cas d'un enfant, 6 mois, 3 ans, 13 ans, 15 ans, qui ont été abusés sexuellement par leurs parents, leur père, pour être plus exact. L'année dernière, on a eu des cas pareils qui ont été abusés, violés par leurs parents, toujours des grands-parents, des oncles, mais ça devient extrêmement, extrêmement inquiétant. Et c'est ce qui nous a poussé à davantage travailler cette association de manière à ce que les femmes jeunes, moins jeunes, s'y regroupent pour ensemble porter et aider les autres femmes qui souffrent de tous les maux de cette société. Elles sont marginalisées, traumatisées, violentées, déchirées dans leur chair. Des viols, abus sexuels de tous ordres, des violences psychologiques, des violences physiques, des violences émotionnelles, affectives, des violences même dans le milieu professionnel. Donc, cette association, justement, regroupe dans cet ensemble de femmes pour non seulement promouvoir la défense de leurs droits, la protection de leurs droits, de leur vie et de leur dignité. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des femmes qui ont été agressées, abusées sexuellement ou émotionnellement ou alors affectivement le cachent parce qu'elles ont peur du regard de la société. De deux, elles ont peur de leurs agresseurs. Ce sont leurs bourreaux et n'ont pas à en avoir peur. Pourquoi? Parce que les politiques mises en œuvre ne les protègent pas suffisamment. Donc, notre rôle, c'est de créer un cadre dans lequel ces femmes se sentiront en sécurité. Oui, d'abord un cadre d'écoute. Un cadre d'écoute, parce que dans notre association, nous avons une cellule communication, nous avons une cellule juridique, parce qu'il faut bien défendre leur cas. Nous avons une cellule santé qui s'occupera en même temps du suivi émotionnel, du suivi affectif, du suivi psychologique, mais aussi
une cellule santé physique qui les aidera dans les traumatismes physiques, comment les transcender, comment les supporter, comment les transcender, comment aller de l'avant. Oui. Et dans le même cadre, nous avons pensé que généralement, les femmes qui sont abusées sur le plan professionnel ont des difficultés à obtenir une réinsertion sociale. Oui. Donc, il est question pour nous de créer un cadre. Donc, ce cadre est non seulement un cadre d'accueil, un cadre d'écoute, un cadre de suivi, mais également un cadre de protection. Donc, le suivi consiste en quoi? Le suivi consiste à créer des opportunités pour elles, afin de leur permettre de se sentir, de retrouver, de se recréer, de se renouveler, de se refaire et de pouvoir avancer. Oui. Une fois que le suivi psychologique a été bien conduit, une fois qu'elles ont été suivies sur le plan physique, elles seront à même d'avoir un peu plus de force, sans prétention aucune, mais un peu plus de force, avec beaucoup d'humilité pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir avancer. Et donc, si un cadre social n'est pas créé pour leur insertion, vous comprendrez qu'il sera difficile de trouver un meilleur air. Du coup, la plupart du temps, soit elles se laissent aller, soit elles dénient leur amour propre, parce qu'elles estiment qu'elles ne valent pas grand-chose, elles ne valent pas mieux que ça. Pourtant, elles ne sont que des victimes, oui, des bourreaux qui sont en villégiature dans la nature et qui ne sont effrayés par rien. Donc, nous voulons les protéger contre ces bourreaux et contre des prétentions encore d'agression sur elles. Donc, il faudrait qu'on crée au moins peut-être un numéro vert avec la gendarmerie, la police, pour qu'au premier cas de violence, que les femmes le signalent très rapidement, pour qu'elles soient rapidement prises en charge. Oui. Dans un pays où les femmes sont confrontées, tout à l'heure vous évoquez l'aspect du travail, à l'accès restreint au marché du travail, à l'inégalité sociale, que faut-il faire, d'après vous, Thierry Anoura, pour que celles-ci arrachent définitivement leur indépendance? Alors, les femmes ne peuvent pas arracher leur indépendance. Pourquoi? Non, pas. Même la journée de la femme qu'on célèbre aujourd'hui, elle date de très longtemps. Donc, si on continue à revendiquer ces droits aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a encore du chemin à faire. Oui. Alors, la difficulté qu'on a dans notre pays, c'est peut-être d'abord de faire comprendre aux femmes qu'au-delà des difficultés, au-delà des violences physiques, émotionnelles et autres, il y a des difficultés temporelles que les femmes ont. C'est-à-dire quoi? Les femmes, elles ont des difficultés d'accès au titre foncier. Les femmes, elles ont des difficultés d'emploi sérieux, bien payé, il faut le préciser, parce que la plupart des femmes subissent le coût. Elles subissent le coût de leur genre. C'est-à-dire, dans une société où une femme peut produire aussi ou bien mieux qu'un homme, ces conditions de femme peuvent lui créer quelques complications de temps en temps qui font que, 1, elle n'est pas traitée à sa juste valeur, de 2, elle n'est pas bien rémunérée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ces femmes retrouvent leur équilibre? Comment on fait pour que les autres, celles qui meurent en couche, comment on fait pour qu'elles retrouvent leur équilibre, leur amour? Celles qui perdent leurs enfants parce que les soins de santé adéquats n'ont pas été mis en place ou bien n'ont pas été mis en œuvre, comment on fait? Donc, pour que les femmes arrivent à arracher leur liberté, il faudrait qu'elles comprennent que c'est pour ça qu'on parle d'arracher, on ne leur octroiera pas ces libertés-là comme ça. Mais il faudrait qu'elles comprennent aussi qu'elles arrêtent, elles ne peuvent pas continuer à se comporter en victime, oui, parce que nous avons dépassé le seuil de la victimisation depuis fort longtemps. Alors, il est question pour les femmes de s'engager et d'œuvrer, non pas comme des victimes, mais comme des acteurs dynamiques pour le changement. D'accord? Parce que les conditions de vie telles que observées sur la scène camerounaise obligent les femmes à faire un peu plus d'efforts que ce que nous voyons. Ces efforts ne sont pas négligeables. Simplement, ils doivent être mieux menés. Oui. Donc, ces efforts, c'est quoi? C'est qu'elles doivent comprendre qu'elles ne sont pas des victimes. Et si elles sont des victimes,
personne ne leur prendra en charge de toutes les façons. Donc, elles doivent se battre comme des acteurs dynamiques du changement. Ce n'est que de cette manière-là qu'elles pourront aller de l'avant. Comment? Chaque femme doit s'investir dans un domaine, le domaine dans lequel elle se sent épanouie de manière positive. J'insiste sur positive. Oui. Donc, elle doit s'investir de manière positive dans le domaine où elle se sent le plus à l'aise possible. C'est-à-dire, si une femme sait qu'elle peut produire des sacs à main, par exemple, alors qu'elle le fasse avec amour, qu'elle le fasse avec détermination, qu'elle le fasse avec loyauté, qu'elle le fasse avec vérité, avec honnêteté. Parce qu'on a le regret de voir que dans certaines structures, lorsque vous arrivez, les femmes qui vous accueillent, soit à l'accueil, soit au secrétaire, soit même dans leur propre service, ont des visages attachés, elles sont frustrées, on ne sait jamais ce qui les énerve, elles sont mal en point. Mais pourquoi? Peut-être qu'il faut voir ce qu'elle a vécu cette nuit, peut-être la surcharge du travail, la surcharge émotionnelle, la surcharge psychologique et tout, la surcharge même du foyer qui fait que généralement l'homme ne lui donne pas un peu d'espace pour elle-même, c'est-à-dire elle travaille du matin au soir et elle travaille du soir jusqu'au matin. Et donc, à quel moment est-ce qu'elle se repose, à quel moment est-ce qu'elle se refait pour aller au bureau étant sereine, étant tranquille, étant en paix avec elle-même. Donc, ces femmes doivent donc se réapproprier ce paradigme-là, faire ce que je veux avec amour, avec beauté, avec loyauté, avec détermination et avec beaucoup de courage. Parce que sur le chemin, nous le savons tous, les obstacles sont énormes et ce ne sont pas les hommes qui vont nous faciliter la tâche. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, et avec la montée du digital, quelle est la place que vous accorderiez à la femme camerounaise aujourd'hui, pratiquement réduite à l'influenceuse et la TikTokeuse désormais? Influenceuse et TikTokeuse. Alors, j'ai rien contre ces jeunes dames. Sauf que il faudrait que nos femmes, nos jeunes sœurs, s'emploient à quelque chose de meilleur. Au Cameroun, c'est très compliqué parce que moi, je côtoie pas beaucoup les réseaux sociaux, mais les quelques fois où j'y vais, je vois les influenceuses des pays occidentaux un peu plus sérieuses que ce qu'on vit au Cameroun. Donc, je pense que les femmes camerounaises doivent comprendre qu'elles sont africaines. Elles ne sont pas occidentales. La femme africaine est digne. Elle est travailleuse, elle est protectrice, elle est ambitieuse, elle est serviable, elle est vraie et elle est honnête, elle est pieuse. Donc, les réseaux sociaux, la mondialisation nous traînent sur un couloir qui n'est pas le nôtre. Même si on doit y mettre de la modernité parce que ça va avec l'évolution, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Donc, la femme africaine, si elle a décidé d'être influenceuse sur les réseaux sociaux, alors qu'elle sorte un concept respectable. Un concept respectable qui captive la jeunesse, parce que quand on est influenceur, on exerce un certain pouvoir sur les autres. Donc, ce pouvoir peut être positif, comme il peut être négatif. Alors, je pense que pour être plus positif, dans leurs actions sur les réseaux sociaux, nos jeunes influenceuses doivent se faire accompagner. Forcément, parce que je crois qu'il y a un peu trop de dérives dans les réseaux sociaux. Et se faire accompagner nécessite une bonne dose d'humilité pour produire un contenu qui fasse réfléchir, qui captive, qui intéresse, qui est productif. Par exemple, je ne dirais pas que je suis influenceuse, mais je suis une femme politique. Tout à fait. Je ne passe pas dans les réseaux sociaux tous les jours pour parler de politique. De votre manière. J'influence de ma manière. Et tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. Moi, par exemple, en dehors de l'association dont je suis directrice, dont je suis promotrice, je suis agricultrice. Tout à fait. Je travaille les champs. Je travaille les champs et je vends les produits de mes champs. C'est pas évident, c'est hyper difficile. Surtout quand on sait que nos villages n'ont pas de route. Pour une
si on veut être une bonne agricultrice, on doit avoir les moyens et être accompagné par les pouvoirs publics. Je ne le suis pas et beaucoup de Camerounaises ne le sont pas. Donc, elles doivent donc pouvoir créer un concept dans lequel elles se sentiraient le plus à l'aise et les plus épanouies possible. Donc, si elles ne sont pas épanouies parce que tous les jours elles recevront des insultes, si elles ne sont pas épanouies parce que tous les jours elles devront se déshabiller, se mettre nues, si elles ne sont pas épanouies parce que j'estime qu'elles ne sont pas épanouies, même si elles diront le contraire, personne ne se sent heureux de profaner son corps sur la place publique, ce n'est pas possible comme ça. Si elles ne sont pas épanouies parce que le contenu de leur idée n'apporte rien de bon dans notre pays et donc ne peut rien apporter dans leur famille parce qu'à terme, elles devront être des mères, elles devront être des sœurs aînées, elles devront être des parents, elles devront être des chefs de famille. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elles vont produire qui puisse faire des chefs de famille? Maintenant, on peut comprendre que certaines ont dérivé, ont dévié la trajectoire qui leur était promise parce qu'elles se sont peut-être laissées emballer par les politiques dures de notre pays qui rendent la vie extrêmement difficile. Oui. Ça, nous le comprenons et nous appelons justement les pouvoirs publics à revoir les choses. C'est pourquoi nous demandons encore aux femmes, et même celles qui sont influenceuses, d'apprendre à œuvrer pour le changement et même pour le changement de ce régime. Parce que ce régime ne nous permet pas de développer au mieux le potentiel des femmes. Oui. Beaucoup sont allées à l'école. Parmi elles, vous verrez qu'il y a un Français qui est quand même soutenu dans leur production, dans leur discours. Oui. Alors, si elles ont pu aller à l'école et qu'aujourd'hui, elles n'ont pas simplement les moyens de faire mieux que ça, ça, c'est une chose. Alors, elles ont besoin d'être accompagnées afin que leur contenu puisse leur permettre de vivre, elles, de faire vivre leur famille et en même temps d'être utiles pour la société parce que notre passage sur Terre doit nous rendre utiles. Si on parle de ce mode étant inutile, alors on a tout perdu. On n'a rien à donner. Alors sur le plan politique, par exemple, on a 61 femmes qui sont entrées lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. 35 femmes maires sur 360 postes dans les exécutifs communaux et 11 femmes seulement dans le gouvernement. Pourtant, les femmes représentent 51% de la population globale au Cameroun. Alors, que faut-il faire, d'après vous, pour que les femmes soient plus représentées dans le milieu politique, en sachant naturellement que toutes n'ont pas le même courage que vous? Le souci des femmes dans la sphère politique est assez global à mon avis. Pourquoi? Parce que nous partons d'une société dont je viens d'étaler les dérives, dont je viens d'étaler les difficultés et dans laquelle chaque jour est un combat. Alors, la scène politique est tellement difficile. Elle est extrêmement compétitive, non pas seulement en matière de mentalité, mais en matière de résistance, en matière de conviction. Et elle est extrêmement violente. Combien de femmes déjà s'engagent en politique de manière sérieuse? Très peu. Donc, si elles ne s'engagent pas de manière sérieuse, je ne dis pas s'engager pour applaudir, ça c'est autre chose. Il y a les applaudisseuses, elles sont là, les youteuses, elles sont là, les pleureuses aussi sont là, les danseuses sont là. Voilà, donc ça, je ne sais pas si on peut les appeler femmes politiques, mais elles sont quand même engagées dans certains partis politiques et donc on pourrait naturellement les introduire dans un champ politique. Par contre, les femmes véritablement engagées sur le plan politique doivent faire preuve de beaucoup de courage et c'est l'occasion pour moi de féliciter, de continuer à encourager celles qui se battent tous les jours pour rester sur cette scène politique violente, agressive, parce qu'elle a été quadrillée par des mentalités qui risquent de détruire la politique au Cameroun si on n'y prête pas attention, si on y fait garde. Alors, à partir du moment où les femmes s'engagent en politique, elles doivent être elles aussi accompagnées par les hommes dans ce cadre politique. Pourquoi je le dis? Les femmes qui s'engagent en politique ont 3 soucis. Le premier, c'est qu'elles sont mères.
mère. Tout à fait. Voilà, elles ont des enfants. Des enfants, oui. Le deuxième, c'est qu'elles sont mères de famille, donc épouses. Le troisième, c'est qu'elles peuvent elles peuvent aussi avoir une activité professionnelle. Oui. Il est extrêmement difficile de joindre les trois. Pourquoi? Un homme qui va au travail le matin, va au travail le matin. Quand il rentre chez lui le soir, il sait qu'il va trouver son épouse qui lui aura fait à manger, qui se sera occupée de la maison, qui se sera occupée des enfants, qui aura réglé les problèmes de la famille, de la belle famille, des problèmes à venir, qui va anticiper sur les besoins financiers, matériels et autres. Donc, cette femme-là travaille aussi en longueur de journée sur ces détails. À aucun moment, les hommes ne s'asseyent, j'avais dit, je ne veux pas dire tous, mais très peu le font, pour ne serait-ce que poser la question à leur femme, comment as-tu passé la journée? Oui. Donc, une fois que cette journée a été pleine comme ça, elle devra s'occuper de son époux. Oui. Donc, elle s'en occupe en longueur de temps, comme elle s'en occupe en longueur de journée de la famille, de la belle famille, de ses propres problèmes et autres. Et donc, à quel moment est-ce qu'elle trouve du temps pour faire sa politique? Parce que les réunions politiques sont extrêmement longues. Elles sont exigeantes. C'est-à-dire, entre travailler son boulot, travailler à la maison, assumer son rôle d'épouse, il y a un souci. Oui. N'est-ce pas? Parce que le temps mis, l'énergie consentie pour une action politique exigera de son mari beaucoup de patience, beaucoup d'accompagnement, et même pour toute la famille, parce que nous sommes en Afrique. Tout le monde vous dira que la femme, c'est pas ça, elle fait quoi là-bas en politique, elle doit s'occuper, est-ce qu'elle a épousé la politique, elle a épousé un homme, elle est mère d'enfants, elle est mère de famille. Oui, et elle a la tout. belle famille sur Elle le a la dos. belle famille sur le dos tous les jours. Alors je pense que les femmes doivent déjà être accompagnées, ne serait-ce que sur le plan familial, de leurs époux, de leurs conjoints, de leur famille, pour produire au mieux le potentiel qu'elles ont sur le plan politique, parce que sur ce plan politique, nous savons que les femmes sont très engagées quand elles le veulent. Elles peuvent être très déterminées et peuvent être extrêmement productives du moment où on leur fait confiance et où on leur permet de réaliser leurs ambitions. Tout à fait. Donc, elles devront aussi être accompagnées dans ces partis politiques qui les encadrent afin qu'elles puissent elles aussi prétendre à des postes de responsabilité un peu plus sérieux. Comme je le disais, pas des applaudisseuses, pas des remplisseuses de listes, mais des postes de responsabilité un peu plus sérieux. Et même, non seulement acquérir ces postes de responsabilité, mais en même temps, avoir la capacité de leur donner les moyens de pouvoir assumer ces responsabilités. Parce qu'il ne sert à rien de donner un poste de responsabilité à quelqu'un si on ne lui laisse pas les coudées franches pour l'exercer, ou alors si le boss est toujours sur le dos pour tout orienter et ne pas laisser à celle ou celui qui travaille la capacité de développer son intelligence pour une meilleure productivité. Alors ça, c'est sur le plan, j'ai parlé du plan familial. J'ai parlé du plan sur le parti, dans le parti politique. Et maintenant, sur un plan un peu plus national, je pense qu'il faut quand même mettre sur pied des politiques, des réformes législatives. Parce que le constat que nous faisons, vous l'avez fait, nous avons 360 communes. 360 communes, chères dames. Comment on fait pour n'avoir que 30 postes? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on a carrément laissé 330 postes de mairie aux hommes. Mais c'est impensable, ça. C'est pas possible. Sont-elles qui remplissent les rangs? Parce que si on regarde bien, les femmes c'est 51% quand même de la population. Tout à fait. Et les femmes sont nombreuses partout. C'est-à-dire, si vous allez à l'église, vous les trouverez nombreuses là-bas. Si vous allez de l'autre côté, vous les trouverez nombreuses là-bas. Si vous allez sur la place... les réseaux sociaux sont nombreux là-bas. Et donc, dans les partis politiques, ce sont les femmes qui font le nombre, le chiffre des partis politiques. Et donc, comment on fait pour ne pas avoir autant de maires, ou tout au moins la parité? Il y a un sérieux problème. Alors, je pense qu'il faut quand même revoir les politiques législatives avec des réformes législatives qui permettent aux femmes de prétendre à ces postes-là et de pouvoir les acquérir sans difficulté. Non pas qu'on leur fasse des faveurs, mais qu'on leur permette de réaliser ce qu'elles savent le mieux faire.
Et d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi un travail sur le code électoral afin de permettre à ces dames de prétendre à la parité législative pour le vote. Tout à fait. Voilà. Au-delà de cela, sur le plan gouvernemental, Monsieur Tenda, nous avons un souci dans notre pays, c'est que on revient à ce que je disais. Même si vous entrez dans les écoles de formation, vous trouverez plus de femmes que d'hommes. Pourquoi au sortir de là, il y a plus d'hommes qui sont nommés que de femmes? Mais c'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer une telle incongruité, ce n'est pas possible. Donc, c'est peut-être parce que la femme travaille avec beaucoup plus d'émotions qu'autre chose. La femme travaille certainement avec beaucoup plus d'émotions, mais avec beaucoup plus de détermination également. Donc, je ne pense pas que son émotion soit néfaste à sa promotion professionnelle. Absolument pas. Autrement, elle ne traverserait même pas le seuil du lycée, du collège, de l'université. C'est pas possible, ça. Donc, nous pensons que si 10 femmes et 10 hommes sont sortis de l'ENAM, ou 12 hommes, ou 13 hommes sont sortis de l'ENAM, 12 femmes et 10 hommes sont sortis de l'ENAM, il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait plus de gouverneurs hommes que de femmes. C'est absolument inadmissible, c'est totalement injuste. Tout comme il est inadmissible qu'il y ait plus de préfets, de sous-préfets, puisqu'ils ont suivi la même formation. Ce n'est pas possible. Donc nous insistons là-dessus, il faut quand même une sérieuse parité, une parité positive, non pas de favoritisme, mais positive, qui permette aux femmes, autant, comme je disais en entame de cette émission, de mieux s'inclure, s'introduire sur la scène gouvernementale dans tous les domaines de la vie, de la vie sociale. Alors, ce que vous dites semble, c'est un magnifique dessin de la femme qui devrait justement prendre les coudées franches, se mettre en avant, essayer de lutter pour ses droits, question d'avoir une réelle parité en société. Mais sur le plan politique, on le sait, c'est parfois très violent. On a en 2020, par exemple, plusieurs de vos militants qui ont été arrêtés, torturés, jetés en prison pour avoir librement appelé, par exemple, à l'amélioration des conditions de vie au Cameroun. Est-ce que cela ne réduit pas tous ces clichés? Est-ce que tous ces clichés ne réduisent pas l'engouement des femmes à entrer en politique et à lutter véritablement au même titre que les hommes? Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé des violences qu'elles subissent sur le plan familial, sur le plan professionnel. Et donc, forcément, sur le plan politique, comme je l'ai dit, qui est un milieu extrêmement violent au Cameroun, pas partout, pas partout, mais bon, au Cameroun. Et c'est pourquoi je disais que les femmes doivent être encadrées et avoir beaucoup de courage. Les violences observées sur elles, c'est vrai, elle me dira que non, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, mais elle revendiquait les meilleures conditions de vie pour les Camerounais. Est-ce qu'on leur a facilité la tâche? Non, une femme, elle se lève tous les matins, elle vit 10 fois ce que l'homme vit une fois. Donc, si les femmes ne se lèvent pas dans ce pays pour revendiquer les meilleures conditions de vie, on ne va jamais arriver à atteindre nos objectifs. Droit, égalité, autonomisation. Si les femmes ne se lèvent pas pour les revendiquer, et s'il n'y a pas une politique d'encadrement des femmes, alors on ne va jamais... Les thèmes de la Journée internationale de la femme resteront de purs slogans. Et donc, nous pensons que la peur qui les anime lorsqu'elles se font violenter sur la scène politique, et j'en suis moi-même victime, les peurs s'affrontent et elles se transcendent. Oui. On doit les affronter et les transcender. D'accord. Il n'y a pas de vie sans peur. Oui. C'est la peur qui nous forge parce qu'elle nous fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors nous ne pouvons que les encourager tout en demandant au pouvoir public d'apprendre quand même à agir avec beaucoup de réserve quand il s'agit de la revendication des libertés et des droits, parce qu'elle ne demande pas plus que ça en réalité.
Donc, le système répressif au Cameroun est absolument aberrant et devrait être mis à la poubelle parce que tant que les femmes ne seront pas en sécurité dans ce pays, tant que les femmes ne seront pas à l'aise dans leur être de femme, tant que les femmes n'auront pas les coups de franche pour avancer, pour sortir ce si beau potentiel qu'elles ont, nous ne pouvons pas prétendre à avoir une société prospère. Oui. Et je pense que les hommes ont tout intérêt à les y accompagner et même à leur faciliter la tâche pour leur bien et pour le bien de la société, parce que si un homme à ses côtés a une femme frustrée, aigrie, querelleuse, incomprise, maltraitée, comment cet homme fait pour être heureux? À moins qu'il ne se nourrisse de toutes ces souffrances-là, ce n'est pas un homme normal. Et donc, ce type d'individu doit être mis entre parenthèses pour ne plus être une menace pour les femmes. Et même, donc, cela ne saurait se limiter donc au niveau de l'époux. Et je dis encore que tous les acteurs de la société, tous les acteurs du pouvoir public devraient encadrer les mouvements des femmes. Ils devraient encadrer les activités des femmes. Parce que si les hommes ont cette marge de manœuvre dans ce pays et qu'on vit quand même ce qu'on vit dans notre pays comme violence, comme abus, comme dérive, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, nous pensons que s'il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, par exemple, les lois en faveur des femmes, qui existent déjà, mais qui ne sont pas mises en œuvre, ces lois existent, elles sont seulement inexistantes sur le plan pratique. Donc, on peut les améliorer. Mais s'il n'y a pas suffisamment de femmes à l'Assemblée pour les défendre, personne ne le fera. Les hommes ne vont pas s'asseoir à l'Assemblée pour défendre les causes des femmes. Ce n'est pas possible. Et donc, si les politiques gouvernementales ne contribuent pas à l'épanouissement de la femme en lui donnant les mêmes chances égalitaires que les hommes, on aura toujours ce problème de parité. D'accord. Donc, je voudrais préciser qu'il faudrait que les hommes comprennent que les femmes ne sont pas leurs adversaires. Nous ne sommes pas vos adversaires. Les femmes sont des partenaires intellectuels, intelligents, psychologiques. Oui. D'accord? Qui accompagnent leur mari qui accompagnent la famille, qui accompagnent même les gouvernants. D'accord? Donc, il faudrait que cela soit bien exploité afin que les femmes mieux encadrées, mieux outillées, mieux exploitées, parce qu'elles sont sous-exploitées, non pas comme esclaves, mais leur intelligence est sous-exploitée et leur potentiel encore moins exploité. D'accord. Alors c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien, Thierry Noah. On va peut-être sortir par un mot de fin aux femmes camerounaises qui vont célébrer naturellement le 8 mars dans quelques heures seulement. Alors, en vous souhaitant une très bonne célébration de la journée de réflexion sur le droit de la femme et donc sur son sort, je vous demande, chères dames, chères jeunes filles, jeunes dames en âge de voter, d'aller vous inscrire sur les listes électorales, d'œuvrer, de militer pour le changement. Parce qu'en 2025, nous devrons tous être, comme je le disais tout à l'heure, des actrices dynamiques pour le changement dans notre pays, afin d'améliorer au mieux les conditions de vie de nos compatriotes, de nos sœurs, de nos filles, de nos familles en conséquence. Allez vous inscrire sur les listes électorales, allez voter, faites le bon choix, le choix de la renaissance, le choix du changement. Faites le choix d'un meilleur être dans notre pays. Faites le choix de la vie simplement et arrêtez de penser que les femmes qui s'engagent en politique ne valent pas mieux que ça parce qu'elles se battent en réalité pour vous. Et vous devez les encourager, tout au moins en vous enregistrant sur les listes électorales et en allant voter, à défaut de pouvoir agir de manière plus active sur la scène politique. Je voudrais
vous encourager à œuvrer pour le changement, comme je le disais tout à l'heure, parce que dans cette nouvelle dynamique, nous offrirons aux jeunes filles, aux jeunes femmes, les meilleures conditions de vie. Nous éviterons au maximum qu'elles meurent en couche. Nous comptons exiger la scolarisation obligatoire pour toutes les femmes et créer un meilleur cadre de toutes les femmes, c'est-à-dire au minimum jusqu'à la classe de terminale, jusqu'au baccalauréat, pour qu'elles puissent être à même de défendre leurs propres intérêts le moment venu. Et nous comptons sur ces femmes-là pour qu'elles arrachent à l'avenir les véritables libertés et la véritable indépendance. Que ce ne reste pas des slogans, que ça ne reste pas une question de vêtements, de tissu du 8 mars. Le tissu du 8 mars, c'est rien du tout. Ce qui est derrière cet événement, c'est ce que nous en faisons, c'est ce que vous en faites. C'est ce que vous en faites pour votre vie, pour votre avenir, pour notre société, pour notre famille. Alors, chères dames, si vous n'avez pas eu le tissu du 8 mars, ce n'est pas grave. Célébrez votre journée de réflexion avec amour, avec dignité et avec loyauté envers vous-même et rendez grâce à Dieu pour tous les jours qu'il vous donne. Merci infiniment Thierry Anoa. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui offre une plage de parler de manière sincère et ouverte aux femmes. Si on ne parle pas en leur faveur, qu'il fera, pas vous en tout cas. Naturellement, c'est aussi l'occasion pour nous de donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent présenter justement l'ensemble de leurs préoccupations et que cela soit pris en compte prochainement dans les cercles de décision. On espère que vous y accéderez naturellement pour pouvoir faire changer les choses également. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Merci particulier à Martial Esso qui a chapeauté l'équipe de la réalisation. Continuez de suivre l'actualité du Cameroun et même au-delà de nos frontières sur notre média de African Renaissance TV qui vient naturellement bousculer les mentalités, offrir le meilleur de la télévision. La télévision faite désormais de manière différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur des questions essentiellement techniques avec des invités de référence. On se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. À très vite.